Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix qui font bouger la France, c'est pas nous qui la font bouger la France. En tout cas, c'est les médecins, éminents médecins autour de cette table, puisqu'on va parler ce soir sur la santé mentale, grande cause nationale 2025, avec plusieurs objectifs. Ne pas stigmatiser, mais prévenir et repérer les troubles mentaux pour mieux les soigner et accompagner les personnes concernées. Le stress en particulier a des impacts sur des fonctions aussi variées que le cœur, le sexe et la qualité du sommeil, et ça tombe bien. Nous sommes avec des spécialistes de ces différents sujets pour en parler pendant 1 heure. Avec nous pour en parler, le professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ex-chef de service à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, où vous avez dirigé le département de chirurgie cardiovasculaire et aussi l'auteur de cette préface du livre du docteur Pierre Septon, Votre ordonnance anti-stress pour protéger votre cœur, publié chez Le Duc. Avec nous, les docteurs Hélène Sussman, médecin vasculaire, ancienne attachée à l'hôpital Henri Mondor. Bonsoir. Et Ronald de Virac, docteur également, membre honoraire de l'Académie nationale de chirurgie, ancien interne des hôpitaux de Paris et co-auteur du livre Le sexe des hommes, l'érection sans tabou, publié aux éditions du Cherche-Midi. Et puis ce soir, vous allez bien dormir avec ce livre, Goodbye Fatigue. Ne plus subir sa fatigue ni celle des autres. On va en parler avec Léonard Anthony, écrivain, éditeur et conférencier spécialisé donc dans le développement personnel. Merci en tout cas d'être avec nous ce soir. On vous souhaite la bienvenue. C'est des vraies voix responsables. Spécial stress, positif et négatif, jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Alors la première question qu'on a envie de se poser forcément, c'est de replacer le stress dans notre quotidien. On va commencer par vous, professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon. Le stress, finalement, comment on le définit? Parce qu'il est protéiforme quand même. Il est plus que protéiforme. D'abord, c'est un mot qui est un mot relativement récent. Ça vient en fait du vieux français qui est la déstress. Le mot déstress, c'est les Anglais comme toujours nous ont piqué une partie du mot, ils ont appelé ça le stress. Oui, et nous on dit détresse maintenant, mais c'est déstress, le vieux mot de vieux français. Et alors au départ ça commence de la façon suivante. Comment il a été introduit? En fait c'est quelqu'un qui s'intéressait aux hormones chez la souris. Alors il injectait des souris avec des hormones, et puis le résultat qu'il obtient, c'est il voit que ces souris sont perturbées, mais que ça n'a rien à voir avec les hormones. Et il prend ce mot stress pour quelque chose qu'il n'attendait pas. Et qui finalement va perturber ces souris. Et c'est ce mot stress qui va être utilisé alors maintenant par les cardiologues, par tous ceux qui s'occupent du comportement, de la sexualité, ainsi de suite. Mais au départ, n'oublions pas les petites souris avec leurs hormones piquées dans la fesse. Voilà. Ah oui, effectivement. Alors qu'est-ce que le stress d'un point de vue médical et psychologique, docteur Virac ou docteur Sussman? Non, c'est pas ça que vous vouliez leur poser comme question. Vous leur demandez s'il était stressé. Est-ce que vous êtes stressé à l'idée de commander cette émission? Oui. Pas du tout. Parce que vous êtes très sympathique, très accueillant. Surtout moi. Et puis passionné de football. Alors là, je suis fils de footballeur, donc voilà. Magnifique. Alors le stress, qu'est-ce que c'est? C'est un changement. Alors je voudrais abonder dans le sens de mon ami Fabiani. Le monsieur qui piquait les fesses des souris s'appelait Hans Sellier. Absolument. C'était faut lui rendre hommage. Oui, il faut lui rendre hommage. Il était d'origine hongroise et il travaillait au Canada. Et il a été le maître de 2 autres grands médecins français, Henri Laborit, qui a été l'inventeur des premières molécules anti-stress et anti-dépression, et Roger Guillemin, qui était un des grands patrons qui est parti aux États-Unis et qui a découvert les hormones hypophysaires, très importantes également. Le stress, ce sont des manifestations cardiovasculaires, digestives, cérébrales, qui sont induites par quelque chose qui va choquer l'individu ou qui va l'inquiéter d'une manière ou d'une autre, et c'est la traduction physiologique de ce qui se passe à ce moment-là. Alors il y a le cœur qui bat très fort, il y a tout d'un coup une diarrhée, ça peut être n'importe quoi. Les mains moites, en tout cas, voilà. Le système cardiovasculaire se met à marcher dans tous les sens, et soit vous tremblez, soit vous restez figé. Il y a toutes sortes de manifestations diverses qui vont se produire. Léonard Anthony, vous avez écrit Goodbye Fatigue. Est-ce que le stress fatigue beaucoup les personnes stressées?
Est-ce que le stress fatigue beaucoup les personnes stressées? Ouais. La formule est intéressante parce qu'elle fatigue d'elle-même. Oui, mais là encore plus, je veux dire, c'est la question. C'est toujours très alambiqué ces questions. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en effet, le stress génère de la fatigue, mais la fatigue génère du stress. Et on se retrouve la fatigue génère du stress. Et oui, on a vu, par exemple, les études cliniques ont montré que des personnes qui sont épuisées, voire parfois en situation de burn-out, deviennent irritables. De l'irritabilité génère du stress plus fréquent, et donc elles sont encore plus fatiguées. Et il va y avoir un certain nombre d'incidences, vous en parliez tout à l'heure, sur la physiologie, mais aussi sur le comportement. Donc c'est vraiment un élément à prendre en considération. Et je compléterai juste ma réponse sur un point, c'est qu'on a beaucoup tendance à incriminer ces comportements et ces réactions. Par exemple, sur le sujet que j'étudie, qui est celui de la fatigue, on parle beaucoup de la fatigue sous un angle négatif. Oui. Or, il y a des bonnes fatigues. De la même façon, il y a des stress qui sont moteurs. Des bons stress. Ouais. C'est la question que j'allais vous poser, docteur Hélène Sussman, s'il y a des bons stress ou du mauvais stress, mais comment faire la différence entre les deux, en fait? C'est une question. C'est une question qui chez un sportif, le bon stress, c'est celui qui lui permet de se transcender. Le mauvais stress, c'est celui qui le paralyse. Exactement. Et ça peut être l'un ou l'autre. C'est imprévisible. Et sur l'espérance de vie, est-ce que ça joue aujourd'hui, ce mauvais stress? Alors là, je ne suis pas au courant des études à ce niveau-là actuellement. Peut-être qu'à un moment donné, à force d'être stressé, il va agir par l'intermédiaire des problèmes cardiovasculaires qui l'entraînent. Absolument. Alors, il faut remettre les choses. On n'existerait pas tous autour de cette table s'il n'y avait pas le stress. Parce qu'au départ, le stress, c'est une réaction de défense contre, pour nos ancêtres cueilleurs et chasseurs. Eh bien, qu'est-ce qui se passait? Il y avait un gros fauve qui voulait les attaquer. Immédiatement, le cerveau donnait un ordre au surrénal de produire une hormone qui est l'adrénaline. Et l'adrénaline, elle fait quoi? Elle accélère le cœur, elle augmente la tension artérielle. Pourquoi? Pour que le gars prenne les jambes à son cou et se sauve et échappe au fauve. Oui, mais. Autrement dit, il dépense en quelque sorte cette adrénaline. Bien sûr. Oui, mais aujourd'hui, votre stress, c'est votre patron qui se met à vous engueuler. Il est quand même rare que maintenant vous lui foutiez votre poing sur la gueule et que vous partiez en courant dans les couloirs. Oui, je vous confirme. Ce qui était fait pour faire un effort, eh bien vous le prenez en plein sur vos artères et sur votre cœur. Et je rejoins la question que vous posiez au départ, c'est ça qui, peu à peu, avec ce stress accumulé, avec des poussées d'hypertension artérielle, avec des poussées de tachycardie, va finalement, peut-être, diminuer votre espérance de vie. Allez. On n'a pas le temps. Des situations stressantes qui provoquent directement une vasodilatation coronarienne, une vasoconstriction coronarienne et un accident cardiaque uniquement par le stress. Par le spasme, là. Absolument. Ça a été très démontré. Eh ben, on va revenir juste sur ce stress dans un instant. On va parler du stress et du cœur, puisque le stress augmente significativement, vous l'avez dit, le risque de développer une maladie cardiovasculaire. On va en parler dans un instant avec l'ensemble de nos invités. On est bien avec Philippe là, il ne peut rien nous arriver. Bon, on n'est pas du tout stressé. Pas du tout. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables avec énormément de gens passionnants autour de cette table. Professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon, ex-chef du service de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, avec cette préface de ce livre que vous voyez là, si vous regardez sur notre chaîne YouTube, la préface du livre de Pierre Sedbon, votre ordonnance anti-stress pour protéger votre cœur, publié chez Le Duc, et auteur du livre Votre cœur, c'est inconnu, publié chez Albin Michel. Docteur Hélène Sussman qui est avec nous, médecin vasculaire, ancienne attachée à l'hôpital Henri Mondor, et docteur Donald Virac qui est avec nous aussi, membre honoraire de l'Académie nationale de chirurgie. Vous avez des titres à rallonge, c'est-à-dire qu'il faut une émission pour parler de vous. Ancienne interne des hôpitaux de Paris, et puis Léonard Anthony qui va nous parler de notre sommeil, et ça c'est bien aussi, écrivain, éditeur et conférencier spécialisé dans le développement personnel avec celui qui s'appelle Goodbye Fatigue, ne plus subir sa fatigue ni celle des autres, et publié chez Overjoy. Voilà. Absolument. Alors cette partie sur le stress, on va en parler avec vous, professeur Jean-Noël Fabiani. C'est Salmon, ça, absolument. voilà, exactement, Salmon. Le stress, le cœur. Alors, à quel moment finalement le lien entre le stress et le cœur, qu'est-ce que ça génère? Là, on parle du stress négatif, bien entendu. D'abord, pour être précis et honnête,
quand on a étudié les facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire, personne n'a parlé du stress. On a pris, comme vous le savez sans doute, une petite ville en 1948 qui s'appelait Framingham, aux États-Unis. On s'est mis à suivre la population pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et là, on s'est aperçu que le tabac, le cholestérol, l'hypertension étaient des facteurs de risque qui se cumulaient et qui non seulement s'additionnaient, mais se multipliaient les uns les autres. Personne ne parlait de stress. Mais finalement, c'est un certain nombre de cardiologues qui se sont posé la question avec tous les malades. « Oh docteur, je suis stressé ». Et un cardiologue comme Pierre Sedbon, par exemple, s'est focalisé pour comprendre ce qu'était le stress et en quoi il intervenait dans la maladie cardiovasculaire pour proposer des solutions. Et aussi pour proposer éventuellement une ordonnance, d'où le titre de son livre, une ordonnance anti-stress, car c'est vraiment une pathologie qu'il faut à un certain moment prendre en charge, éventuellement de façon médicamenteuse. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut aller voir son cardiologue, quelle que soit la situation, assez régulièrement, justement pour voir, parce qu'il y a plein de gens qui n'y vont jamais, ils y vont au dernier moment en disant je pense que j'ai un petit problème. Et en particulier les femmes, qui ne vont pas beaucoup voir le cardiologue, qui croient toujours que c'est une petite pointe de sucre, ça fait un peu mal à l'estomac. Non, pas du tout. À partir de 40 ans, les femmes, comme les hommes, doivent faire des épreuves d'effort de façon à dépister éventuellement une maladie qui serait latente, parce que la plupart des pathologies cardiaques, elles sont latentes. Il n'y a pas plus latent, par exemple, que l'hypertension artérielle, parce que c'est une maladie, non seulement on ne la sent pas, ou très peu, sauf quand elle est en train de vraiment, qu'elle est installée depuis longtemps, la plupart du temps, on se sent très bien, au contraire. On vit à 100 à l'heure. Et le problème du médecin, ça va être d'expliquer aux gens qu'ils sont à 100 à l'heure, d'accord, mais que c'est pas du tout bon pour leurs artères et pour leur cœur, et qu'il va falloir leur faire baisser la tension. Et alors, on va leur donner quoi ? Un petit comprimé d'aspirine pour nourrissons, c'est pas très... d'accord. On va leur donner un certain nombre de médicaments qu'il faut qu'ils prennent tous les jours, parce que l'hypertension, c'est une maladie qui se soigne, mais qui ne se guérit jamais. Ah oui, c'est pour ça qu'on est sous traitement à vie dans ces cas-là. On dit que certaines émotions très fortes peuvent déclencher un accident cardiaque. Est-ce que c'est assimilable à un stress ? Bien sûr, en particulier les femmes. Les femmes qui ont beaucoup plus de récepteurs à l'adrénaline que les hommes. Pour une raison très simple, l'évolution est parfaite. C'est parce qu'elles peuvent, une grossesse, il faut qu'à un certain moment, leurs artères puissent se dilater, que leur cœur puisse réagir à l'augmentation de débit liée à la grossesse. Et donc, elles ont beaucoup plus de récepteurs. Mais une femme extrêmement stressée, elle peut faire un flot d'adrénaline qui va bloquer absolument tous ces récepteurs, ce qui va entraîner un syndrome qu'on appelle le cœur brisé, ou en japonais, puisque ceux qui l'ont décrit, le takotsubo, où brutalement le cœur, il ne se contracte plus. Il ne peut plus se contracter. Il va falloir trouver des solutions, parfois même allant jusqu'à l'assistance circulatoire, pour qu'elle passe ce stade. Et c'est une maladie qui touche essentiellement les femmes, souvent les femmes à partir de 50 ans, qu'on appelle maintenant, et c'est connu, le syndrome du cœur brisé. Est-ce qu'il y a une hygiène de vie importante à préserver ? Alors une hygiène de vie, évidemment, d'abord, comme on vient de le dire, vous consultez un cardiologue pour commencer. Bien sûr, c'est une hygiène de vie. M'engueulez pas, moi je le vois régulièrement. Non, mais je me permettrai sûrement pas de vous engueuler, mais je le dis parce que beaucoup de gens, et souvent les amis, oh j'ai pas le temps, puis j'ai mes enfants à m'occuper, j'ai mon métier, j'ai mon mari, j'ai pas le temps. Oui, mais il faut quand même prendre le temps parce qu'il y a eu... La prévention. Vous savez que la cause numéro 1 de mortalité chez les femmes, c'est l'infarctus du myocarde quand même. Et c'est 6 fois plus que le cancer du sein. Il faut remettre les choses dans leur... Je voudrais dire quelque chose pour aller dans votre sens, et qui est encore plus grave, c'est que moi je vois souvent, je soigne beaucoup de femmes, et en fait, leur médecin généraliste leur dit « Oh, vous avez une petite hypertension ». C'est vrai ? Et on la soigne pas encore. Vous me rappelez le temps où j'étais jeune externe des hôpitaux, où on m'avait demandé d'aller présenter un dossier d'un diabétique au grand patron du diabète. C'est la même chose pour le diabète. Voilà. Et j'arrivais avec mon dossier, et je voulais pas trop déranger ce grand patron. Je disais, monsieur, je vais vous présenter le cas d'un petit diabète. Et il m'a dit, apprenez, jeune homme, qu'il n'y a pas de petit diabète. Exactement. C'était monsieur Azrad, je m'en souviens encore. Professeur, quand je vous parlais d'hygiène de vie, l'alcool, la malbouffe, est-ce que ça a un impact, le tabac, tout ça? Le tabac. Évidemment. Mais il faut quand même sortir d'une grotte pour pas voir que le tabac peut être mauvais pour le cœur. Bien entendu. Le tabac, le diabète, l'hypertension, le cholestérol, ça on les connaît très bien, et c'est grâce à l'étude que je vous disais, la Framingham Story.
la Framingham Study, pardon. Mais ce qui est nouveau, c'est que justement, le stress n'était pas considéré véritablement comme un facteur de risque qui avait pignon sur rue, en quelque sorte. Et il a fallu entrer, en quelque sorte, avec des cardiologues comme Pierre Sedbon, pour vraiment prendre ça en charge et s'en occuper réellement. Alors, allez-y, docteur Virac. Il y a un phénomène où les gens prennent beaucoup de cannabis, surtout les jeunes, pour lutter contre le stress, et le cannabis est démonté pour être très mauvais pour la fonction vasculaire. Donc il y a un élément là très important à noter, à signaler pour le public. Quand on lit le livre, on a un sentiment que le stress c'est un peu chimique, si on en croit les schémas avec les glandes surrénales, l'hypothalamus, l'hypophyse, etc. Ben oui, c'est hormonal. E égale MC2. Ben oui, c'est hormonal. Nous sommes faits de chimie. Ah oui. C'est notre cerveau qui commande. Il va commander par ce dont parlait Ronald tout à l'heure. Il y a un autre surrénal par des transmetteurs. Il va leur dire allez, attention, il y a un fauve qui arrive. Il faut que tu produises de l'adrénaline, de la noradrénaline. Et la surrénale, qui est quand même à côté du rein, c'est quand même pas à côté. Elle se met à gicler de l'adrénaline. Et ça part. Et elle part où l'adrénaline, dans le sang? Dans le sang. D'accord. Dans le sang. Et immédiatement, comme c'est dans le sang, le cœur, il réagit tout de suite. Il réagit tout de suite en se contractant beaucoup plus fort, en créant une hypertension artérielle, parce que c'est un fauve et qu'il faut prendre ses jambes à son cou. Si c'est votre patron, c'est pas la même chose. Et non, moi c'est ma co-animatrice. Oui, je me dis pas, là, moi j'ai des montées d'adrénaline. Je fais exprès parce que je veux l'émission pour moi toute seule. Donc vous prenez pas votre jambe à votre cou et votre adrénaline, elle va rester sur votre cœur et sur vos artères. Mais la société d'aujourd'hui, les téléphones, la télé, tout ça, la sédentarité, forcément, ça a un impact aussi, ce qui n'est peut-être pas le cas il y a quelques années. Alors, évidemment, tous les écrans, quels qu'ils soient, sont source de stress. Il suffit de regarder les informations en ce moment pour être stressé. C'est pas bien extraordinaire ce que je dis. Mais vous avez posé un mot très important, la sédentarité. Oui. Et parce que, comme je viens de vous l'expliquer, la meilleure façon de consommer cette adrénaline qui peut sécréter, alors plus ou moins, c'est pas toujours un fauve devant vous, mais ça peut être quand même de l'adrénaline qui est sécrétée, mais la meilleure façon de la consommer, c'est de faire de l'exercice. Donc, marcher, courir, faire une activité, courir, nager, tout ce que vous voulez. Donc, la sédentarité, et tout le monde partout dit que il faut lutter contre la sédentarité. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier, dès l'école, puisque malheureusement nos enfants, sans doute à cause des écrans dont vous parliez, deviennent de plus en plus sédentaires. Dans le livre, il y a des méthodes pour diminuer le stress immédiatement. Vous pouvez nous en dire une ou deux ? Alors oui, il y a toutes celles que l'on connaît. Il y a le yoga pour ceux qui veulent faire des choses comme ça. Il y a des façons de respirer, la façon de se décontracter et ainsi de suite. Mais le cardiologue, il intervient toujours après les échecs de toutes ces techniques-là. Et on lui demande autre chose. Et là, il va falloir passer à un autre type de médicaments. Alors, la grande facilité en France, c'est de donner des médicaments qui sont des psychotropes, finalement. Oui. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. Et ce que Pierre Sedbon dit et soutient, il met l'importance sur une classe de médicaments qui joue sur la tension artérielle aussi, d'ailleurs, qui s'appelle les bêta-bloquants. Absolument. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, on va vous parler de... Est-ce que les enfants sont couchés ou pas? Non, les enfants sont pas couchés. Le stress et le sexe. Alors, tout le monde en parle, c'est toujours celui du voisin, c'est jamais nous. J'ai un ami qui a un peu de problème, ça on connaît le truc. On va en parler en tout cas de toute façon. Suis-je votre ami? Moi, je peux rien faire pour vous sur ce sujet-là, je vous le dis tout de suite. On va en parler avec nos invités dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et cette responsabilité, elle est importante puisque c'est l'occasion pour nous de faire un petit peu de prévention aussi auprès de nos auditeurs sur ce stress qu'il faut gérer. Allez voir vos médecins et n'y allez pas. Allez-y quand il y a un problème, mais allez-y avant. Et on va revenir sur ce stress et le sexe, véritable problème de santé publique. Les troubles de l'érection concernent 30% des hommes. Or, par manque d'informations, la plupart ne bénéficient pas de progrès thérapeutiques considérables accomplis ces dernières années. Et on va en parler avec nos deux invités, Philippe. Les docteurs Hélène Sussman et Ronald Virag, auteurs de ce livre « Le sexe des hommes, l'érection sans tabou », publié aux éditions du Cherche Midi. Est-ce que quelque part, le stress, c'est pas l'ennemi du sexe? Complètement. Complètement. Mais par un phénomène, par plusieurs phénomènes, mais par un phénomène essentiel, c'est que dès qu'un homme
quel que soit son âge, sans qu'il n'ait pas en forme, si vous voyez ce que je veux dire, pour que les enfants... Enfin, nous, nos enfants, ils ont à peu près 25 ans. Hein, donc, pas ceux qui nous écoutent. Vos petits-enfants. Ah ouais. Et donc, pour que l'érection, pour l'appeler, dès qu'elle ne se produit pas correctement, ça induit du stress pour la fois d'après. Et donc, ce qu'on appelle, ce que les anglo-saxons ont appelé la performance anxiety, que nous appelons l'angoisse de l'échec, parce que c'est beaucoup plus parlant. Oui. Et puis que le sexe n'est pas une performance, il faut jamais l'oublier. Non, c'est pas un 100 mètres olympique, on est bien d'accord. Voilà. Et donc, l'angoisse de l'échec, ça va polluer toute la démarche des hommes qui viennent nous consulter. Ça va la polluer, ça va l'aggraver, mais ça n'est que la conséquence, ça n'est pas la cause. C'est la cause des échecs successifs à partir d'une érection qui ne marche pas. Alors, exceptionnellement, mais ça arrive aussi, on a des malades on a des patients chez qui on ne trouve aucune cause dite organique à leurs problèmes, et ils sont simplement, dès l'enfance, dès le développement de leur sexualité, peur de ne pas réussir. D'accord. Et donc on va retomber dans les thérapies induites par notre ami le docteur Sedmon, c'est-à-dire qu'on a des médicaments magnifiques, mais on leur fait baisser les conséquences de leur stress en leur donnant des médicaments dits bêta-bloqueurs, exactement comme c'est fait en médecine cardiologique. Docteur Hélène Sussman, est-ce qu'on a un âge forcément, c'est moins fertile, plus on vieillit, mais est-ce qu'il y a un âge qui bascule justement dans cette situation qui est compliquée, ou ça peut être à n'importe quel âge? Ah non, pas du tout. Et je dirais même que les jeunes sont en général beaucoup plus stressés par rapport à leur sexualité, et que nous voyons même maintenant des jeunes gens qui arrivent en nous disant que, en fait, ils ont commencé leur sexualité en prenant du Viagra. D'accord. Ah oui. Et donc, ce sont des jeunes qui n'ont jamais eu de sexualité hors stimulant sexuel. Mais ça s'achète pas que sur ordonnance, excusez-moi, parce que... Oh, mais ça, maintenant, ça n'est plus un problème. Mais Philippe, David... Mais excusez-moi, j'en ai jamais pris. Le monde, vous faites ce que vous voulez. Le monde a changé. Est-ce que ça veut dire que ces patients-là, entre guillemets, ne pourront plus aujourd'hui faire autrement? Ça veut dire qu'il faut... C'est à nous de les désintoxiquer quelque part, et de leur apprendre qu'ils fonctionnent normalement. Ouais. Et ils viennent nous voir pour ça, parfois. D'accord. Pour une journée, pardon, vous vouliez peut-être réagir? Oui, je voulais compléter ce que vous venez de dire. On observe en consultation, par exemple en psychologie ou même dans différentes formes de thérapie, maintenant des problématiques liées à la pornographie qui est déversée en ligne. Bien sûr. Où en effet, les jeunes, que vous signalez très justement, arrivent avec des objectifs extrêmement élevés de résultats, d'endurance, et donc on est dans une compétition sportive. Et de performance. Et donc ça met une barre impossible, tout en sachant que tous ces acteurs sont sous médicaments. Donc il y a une tension qu'il faut déconstruire et qui est important à prendre en considération. Mais alors, le stress, il peut être paralysant pour l'homme. Est-ce qu'il a également des conséquences pour la femme? Bien évidemment. En termes de sexualité. Conséquences, vous voulez dire par rapport à la situation de l'homme? Oui, et par rapport à la situation d'elle-même aussi. Alors, la plupart du temps, comme les femmes sont toujours un petit peu masochistes, elles pensent que c'est elles qui sont la cause. Et souvent, nous on le sait à travers les hommes qui viennent nous voir, elles se disent que c'est elles qui ne sont plus désirables ou qui ne sont pas désirables, ou qu'il y en a une autre qui entre en jeu, et la conséquence elle est celle-là. C'est que ça retentit sur le couple.
mais de façon différente chez l'un et chez l'autre. Surtout que c'est difficile d'en parler dans un couple, j'imagine. Quand on rentre du travail, quand certains, les hommes rentrent du travail, il y a à un moment donné une journée très stressante, très compliquée. Est-ce qu'il y a quelque chose de magique à mettre en place pour que finalement on change de rythme et qu'on puisse avoir une soirée plus sympa qui finisse bien avec qui veut? Est-ce qu'il y a des médicaments, vous voulez dire? Non, pas des médicaments, mais est-ce qu'il y a de la respiration? Est-ce qu'on peut proposer des choses pour que... Je crois que nous, ce que nous essayons d'apprendre à nos patients, c'est que l'activité sexuelle, c'est un peu comme la grossesse, c'est pas une maladie. Donc il faut la vivre. Il faut la vivre. Quand vous rentrez du travail, vous oubliez vos soucis. Si vous restez avec vos soucis et vous allez forcément obvier, gêner l'activité sexuelle. Donc, est-ce que tu as envie, est-ce que j'ai envie, dans un couple constitué, il faut que ça reste naturel. Le problème, c'est les réseaux sociaux, les pubs sur la pornographie, les images de la vie sexuelle que l'on voit et qui est fausse, complètement fabriquée, gêne, comme le disait Monsieur Anthony, ont changé. Il y a un livre récent qui vient de paraître sur la sexualité à l'heure de l'intelligence artificielle, qui s'appelle Le Code a changé. Effectivement, le code a changé. Le code sexuel a complètement changé. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai dit auparavant vient s'accoupler avec la nécessité d'être performant, parce que la partenaire pour un homme, la partenaire que vous choisissiez dans le temps, elle avait eu très peu de partenaires auparavant, elle était quelquefois vierge, c'était la première et ça sera peut-être la dernière d'ailleurs, alors qu'aujourd'hui, la multiplicité possible des partenaires fait que l'homme est sous jugement. Est-ce que je vais être meilleur que le précédent ou moins bon? Et ça génère de l'anxiété. Professeur Fabiani Salmon, est-ce que le sexe est bon pour le cœur et donc pour le déstressage? Ah, ça c'est sûr. Et ça a été démontré. Ça c'est intéressant. Dit-il avec les yeux qui brillent. J'arrête de ne pas avoir participé à l'étude, mais... Ça a été démontré. Ça correspond à un effort modéré, finalement. Hein. Moi, j'avais lu que c'était l'équivalent de 1500 mètres. C'est ça. En étages. Ça dépend combien de temps ça dure. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Très bonne remarque. Mais je vous remercie, cher professeur. Ça me touche que vous voyez que mes questions sont intéressantes. Docteur Hélène Sussman, dans un couple, est-ce que vous conseillez, homme et femme, ou homme ou femme, peu importe, d'en parler en tout cas, est-ce que on doit être le psy quelque part de son conjoint? Il ne s'agit pas d'être le psy, mais de parler de sa sexualité, c'est extrêmement important. Et beaucoup de couples n'en parlent jamais. Oui, c'est tabou. Hein. C'est sous-entendu. Oui. C'est du non-dit. Très très souvent. Et moi, c'est une des questions que je pose très souvent. Je dis, est-ce que avec votre partenaire, vous en parlez? Et je dirais dans 70% des cas, la réponse est non. Et donc je les pousse à en parler. Je leur dis, il faut déjà qu'il y ait un dialogue entre vous à ce sujet pour vous connaître réellement et pour faire avancer le... Déjà pour mettre fin à ce que vous disiez tout à l'heure, pour que les femmes ne croient pas qu'elles soient encore désirables ou pas, peu importe. Est-ce que c'est plutôt le rôle de la femme d'aller vers... Est-ce que c'est compliqué, non? Peu importe. Ah non, il n'y a pas de rôle particulier dans ce domaine-là. Pour aller dans le sens d'Hélène, on a fait une étude il y a quelques années sur les patients qui se traitaient soit par les fameuses pilules, soit par les fameuses injections dont on parle dans le livre, intracaverneuses dont on parle dans le livre. Eh bien, dans cette étude extrêmement poussée par l'interrogatoire, etc., des patients qui y participaient, 70% ne disaient pas à leur partenaire qu'ils prenaient un traitement.
surtout, il faut le cacher. Donc, c'est pour vous dire dans quel état se passe la relation de couple dans ces cas-là. Allez, on va revenir sur le sommeil dans quelques instants, parce qu'avec un couple qui va bien, derrière, il y a un sommeil serein. Ça s'appelle le repos du guerrier. C'est ça. Et c'est marrant, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est toujours vous qui vous endormez avant, monsieur. Allez, je dis ça, je dis rien. Nous, on regarde la télé, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. C'est pas forcément vrai. Bon, merci, docteur. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables ce soir, on s'occupe de votre stress, si vous en avez, qui pourrait, en tout cas, vous empêcher de dormir ou pas. On va en parler avec notre invité, Léonard Anthony, qui est écrivain, éditeur et conférencier spécialisé dans le développement personnel, auteur de ce livre « Goodbye Fatigue, ne plus subir la fatigue ni celle des autres ». Un cahier d'exercices inédit publié chez Overjoy. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Le stress empêche-t-il l'endormissement ? Oui, c'est sûr. Il faut comprendre une dimension assez simple. Quand vous allez au lit, vous y allez avec votre journée. Donc, si votre journée est excessive à tout point de vue, eh bien, votre nuit va pas être paisible. En tout cas, la phase d'entrée dans le sommeil va être agitée. Et le reste de votre nuit, les études l'ont prouvé, va être perturbé. Je crois qu'il y a une dimension clé dans tout ce qui a été dit, que je voudrais compléter, qui est notre réappropriation de l'espace-temps. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, dans une vie quotidienne où nous courons après le temps en permanence. Or, le sommeil devient un espace qu'on cherche à comprimer. Le patron de Netflix avait dit à une époque, Reed Hastings, que son concurrent, c'était pas les réseaux sociaux, c'était le sommeil. Oui. Donc, en fait, l'ensemble des plateformes digitales cherchent à grappiller sur cet espace. Or, nous, dans nos comportements, vous parliez tout à l'heure, vous posiez la question, par exemple, sur la sexualité. Est-ce qu'il y avait quelque chose à faire en rentrant du travail? La question est légitime et intelligente à plus d'un titre. La première des choses, c'est de reconsidérer, c'est de reconsidérer que votre temps n'est pas à comprimer. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de regarder un film, de regarder les réseaux sociaux et d'essayer de passer un moment avec votre conjoint. Ça marche pas. Donc, il y a des arbitrages à faire et à reprendre la possession de son temps. Lequel, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire? La première des choses, c'est réapprendre à faire rien. Non pas rien faire, mais faire rien. La dimension est essentielle. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans des civilisations très différentes en Afrique, au Népal. Beaucoup de gens peuvent rester au pied d'un arbre, assis, regarder le coucher du soleil. Rien faire. Aujourd'hui, en Occident, nous prenons notre téléphone portable à ce moment-là. Bien sûr. Donc, nous sommes dans le faire rien dans un cas et le rien faire dans l'autre. Donc, on voit beaucoup d'adolescents où les parents viennent nous voir en nous disant il passe sa journée à rien faire. Je leur dis non, il est pas en train de rien faire. Il est en train de surfer, de scroller. Donc la première des choses, c'est se dire que le temps vous appartient et de reprendre possession de ce temps. En reprenant possession du temps, vous pouvez agir sur votre stress. Léonard Anthony, vous avez identifié 9 grandes sources de fatigue. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les plus courantes? Je veux dire, le sous-titre dit beaucoup de choses parce qu'en fait, on subit de plus subir sa fatigue ni celle des autres. On subit sa fatigue. Celle des autres aussi également. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit à plus d'une fois, l'actualité est une source de fatigue très importante. Il y a des études cliniques qui sont menées aux États-Unis sur une fatigue qui a été identifiée qui s'appelle la fatigue du désastre. Aujourd'hui, à force d'être dans un flot d'informations négatives, et nous sommes habitués à ça. On va chercher cette info. On est impacté. Et puis on va la chercher. Il y a un côté un peu maso. Eh bien, si vous ouvrez votre téléphone la nuit pour regarder quelle heure il est à 3h30 du matin, très souvent, vous avez le flot de notifications qui arrive. C'est rarement des bonnes nouvelles. Ouais, c'est sûr. Eh bien, à ce moment-là, vous allez commencer à avoir une montée de stress. Votre nuit, elle est foutue. Donc ça, c'est un point sur lequel j'ai beaucoup essayé de travailler, c'est de se dire comment est-ce qu'on va contrecarrer la fatigue du désastre. La deuxième forme de fatigue, c'est l'influence. Tout notre système aujourd'hui est construit de telle façon à pouvoir influencer votre comportement. Les réseaux sociaux vont cibler à un moment précis la publicité en sachant que vous êtes faible, vulnérable à telle heure. On vous épie on sait en permanence ce que vous faites. La première des choses, c'est de réapprendre, c'est ce que moi j'ai défini comme une hygiène du digital. Il va falloir apprendre à vivre comme on a appris à se brosser les dents il y a 100 ans. Il va falloir apprendre à vivre avec le digital parce que le digital va envahir nos vies. On n'est qu'au démarrage de l'aventure. Ah oui. On n'est qu'au démarrage. Demain, tout sera connecté, votre chemise sera connectée. Donc la vraie question, c'est de savoir comment est-ce qu'on se réapproprie ces dimensions-là. Sinon, si on reprend l'image du hamster, souvent, pendant longtemps, on s'est dit qu'on imitait l'hamster qui court dans la roue. Aujourd'hui, la roue, elle a déraillé.
Le hamster court dans la roue qui a déraillé. Donc la première clé, c'est le temps. La deuxième, c'est la réappropriation du monde digital. Et ensuite, c'est aussi de reconsidérer, vous me posiez la question sur le sommeil, que le sommeil fait partie de l'existence. Ce n'est pas quelque chose à combattre. En fait, ce que vous dites, c'est de reprendre le lead sur sa propre vie, c'est de prendre des décisions et ne plus subir, en fait. C'est ça que vous êtes en train de dire, en disant, voilà, j'ai envie de regarder les réseaux sociaux, je regarde pendant 10 minutes, après je fais autre chose, mais c'est de reprendre sa vie en main, en fait. Oui, et pour rester sur l'image du téléphone, faites un exercice un jour, prenez un téléphone dans la main et interrogez-vous, après avoir attendu, sur qui tient qui. Est-ce que vous tenez le téléphone ou c'est le téléphone qui vous tient? Ah oui. Ah bah ça c'est, la question est rhétorique. J'ai la réponse. On a la réponse, oui. Donc en fait, oui, c'est à chaque étape, à chaque endroit, c'est de se dire comment est-ce que je fais pour reconsidérer. Et c'est pas simple parce que la plupart des gens aujourd'hui se disent j'ai plus le pouvoir sur mon existence. Or, nous avons la capacité, mais c'est une prise de décision, de changer les choses. C'est ça. Alors, vous avez travaillé notamment sur le yoga nidra, l'hypnose, la méditation. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, moi je connais le yoga Bikram qui est quand même assez violent physiquement. Le yoga nidra, ça consiste en quoi? C'est l'inverse. D'accord, c'est bien, au moins c'est ça. Le yoga nidra est un yoga qui est immobile, où on vous apprend à percevoir, je simplifie, à percevoir les choses dans une immobilité la plus grande. Donc on parle de réappropriation du temps. Le yoga nidra est une des disciplines les plus efficaces. Mais je vais vous dire, si on doit donner un conseil aux auditeurs, la chose la plus simple, c'est de réapprendre à s'asseoir confortablement dans un fauteuil et rien faire. Ça commence l'aventure de la réappropriation de l'existence. Commence là. Ça me stresse. Sans parler, sans rien dire, c'est pas possible. Et voilà, et c'est ça le changement. Ouais. Est-ce que aujourd'hui l'hypnose, on parle beaucoup d'hypnose un petit peu partout pour arrêter de fumer. Est-ce que ça aussi, ça peut nous aider si on n'est pas capable de le faire soi-même? Alors, bien sûr, il faut être dans de bonnes mains. Vous avez bien raison de souligner qu'on en parle beaucoup. La deuxième des choses, c'est il faudrait définir ce qu'est l'hypnose, parce qu'il y a tellement de définitions de l'hypnose. Celle que je pourrais vous donner aujourd'hui dans le cadre du stress serait de se réapproprier sa propre écologie et l'écologie de l'individu. L'hypnose ouvre à cette disposition à partir du moment où elle met en main de la personne qui s'y prête l'ensemble des facultés qui ne sont pas accessibles dans un état de conscience d'agitation. Réapprendre à entrer en hypnose, c'est quelque chose de naturel. Ouais. Il ne parle pas de magie. Ça vous permet demain, avec un peu de pratique, de faire ce qu'on appelle de l'auto-hypnose, pour pouvoir, dans des situations données, vous remettre en mouvement, vous remettre dans le cœur de votre existence autrement. Ah oui, c'est marrant. Moi, c'est marrant quand je suis stressée, vous savez ce que je fais? Je regarde des films de Noël. Non, mais je vous le dis, mais même en plein été. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est déstressant? Ah bah ça vous endort, ça je vous assure. Moi, cette nuit, j'ai regardé un film de Noël. Voilà. Non mais et c'est pas du tout. Et vous avez raison. Je dis ça, mais en rigolant, mais c'est la vérité. Et effectivement, nous on fait 3 heures d'infos par jour, donc on est nourri par l'info négative, tout ce qui arrive. Et effectivement, c'est le principe du film de Noël, c'est de se dire que tout va bien. Et voilà, et on prend du positif et du n'importe quoi. En tout cas, on vous remercie sincèrement puisque c'est déjà fini, ça passe très très vite. On montre vos livres. On montre vos livres. Merci professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon et ce livre, votre ordonnance anti-stress pour protéger votre cœur avec le docteur Pierre Sedbon. Merci beaucoup docteur Hélène Sussman et docteur Ronald Virag. Merci beaucoup. Merci Léonard Anthony. En tout cas d'avoir été avec nous et notre ami Tonton Maurizio. Oui, bonsoir à tous. Salut Maurizio, buonasera. Salut, buonasera a tutti. Buonasera. Alors le menu je vous donne le programme des vraies voix du foot qui vont suivre, malgré que le docteur n'a pas voulu dire Diego Maradona comme meilleur joueur du monde. Je précise pour les auditeurs. Il a dû faire une Chouskas qui tient sa on l'attend dehors, on sait où il a mis sa voiture. Alors le menu des vraies voix du foot, on va revenir sur les banderoles du PSG qui ont été monstrueuses. Ah oui. On va revenir on va parler de l'équipe de France, voilà, de la non-convocation de Cherki et Aklilouche. Et on va parler aussi de PSG-OM. Et voilà, on va débattre de tout ça avec Gilles Favard, Éric Blondel et Pierre Grégoire qui m'accompagnent. Et on remercie Emmanuel Ribes d'avoir monté cette émission avec Nicolas Merlet. Merci à vous. Bien entendu. Et merci à notre équipe formidable. Merci beaucoup. On vous souhaite une très très jolie soirée. Passez en tout cas ce moment de football et on se retrouve demain à 17h pour les vraies voix. Salut, à demain.